Donc, le bilan de cours numéro 7 concernant les interactions fondamentales et la notion de champ. Alors on va s'intéresser plus particulièrement en première à l'interaction gravitationnelle et l'interaction électrostatique, sachant qu'il existe deux autres interactions qu'on appelle interaction forte et interaction faible, mais qui s'exercent plutôt à l'échelle du noyau de l'atome, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors l'interaction gravitationnelle, elle s'exerce entre deux corps qui ont une masse. Donc là c'est quelque chose qui dépend vraiment de la masse du corps. Exemple classique, la Lune et la Terre. Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Tout simplement parce que la Terre exerce une force gravitationnelle sur la Lune, attractive, c'est-à-dire qui attire la Lune, et dans le même sens, la Lune exerce également une force d'interaction gravitationnelle sur la Terre, également attractive. Alors si on veut symboliser ces interactions sous forme de vecteurs, on va modéliser ce système Lune-Terre par les points A et B. Alors si on considère un point A de masse MA et un corps B de masse MB, séparés par une distance D, la force exercée par le corps A sur le corps B, donc la force gravitationnelle exercée par le corps A sur le corps B, ça va être une force qu'on va représenter, qu'on va modéliser par un vecteur, donc une flèche. Donc une flèche qui sera orientée évidemment de B vers A, puisqu'on rappelle que cette force gravitationnelle est une force attractive. Donc cette force, ça sera donc la force exercée par le corps A sur le corps B. Donc on part du corps B puisque c'est le corps B qui subit la force. Et dans le même sens, on a également une force exercée par le corps B sur le corps A qui est exactement opposée à celle que l'on a tracée précédemment, c'est-à-dire que les deux forces, F de A sur B et F de B sur A, sont opposées. Et on l'a dit, comme il s'agit d'une force attractive, d'une interaction attractive, donc on a les deux vecteurs qui sont orientés donc dans le sens opposé. Très bien. Donc comment on va calculer cette force gravitationnelle? Donc pour ça, il y a une formule à connaître. Alors dans un premier temps, je vais donner la formule vectorielle. Vous remarquerez que sur mon petit schéma, j'ai indiqué ce qu'on appelle ici le vecteur unitaire, le vecteur UAB, un vecteur unitaire qui représente en fait, qui est un vecteur de dimension 1. En fonction de ce vecteur unitaire UAB, la force gravitationnelle, donc vous remarquerez que la force exercée par A sur B a un sens opposé au vecteur UAB, tandis que F de B sur A a le même sens que UAB. Donc moi, si je veux exprimer la force exercée par A sur B, comme c'est un sens opposé au vecteur unitaire, je vais donc mettre un moins. Moins, donc, ce qu'on appelle la constante gravitationnelle grand G fois, alors fois quoi? Fois le produit des masses. C'est-à-dire la masse du corps A, donc MA fois la masse du corps B, fois la masse du corps B, divisé par la distance qui sépare les deux corps au carré. Donc attention ici, là c'est une distance au carré. Si je dois calculer cette force, on fera attention aux unités en sachant, et on va y revenir, que les masses seront forcément en kilos, quand la distance sera en mètres. Et cette fameuse constante gravitationnelle, grand G, donc c'est une constante, comme son nom l'indique, elle aura toujours la même valeur qui vous sera donnée, 6,67 fois 10-11. Alors au final, quand on veut la calculer, cette valeur, quand on veut calculer l'intensité de la force gravitationnelle, on va enlever la notation de vecteur, c'est-à-dire que finalement la formule pour calculer l'intensité de la force gravitationnelle, ça va être simplement G fois MA fois MB divisé par D au carré. Donc on enlève la notation vectorielle. Donc ici forcément on enlève le signe moins puisque l'intensité d'une force est toujours positive. Donc ça évidemment il faut être capable de calculer cette force gravitationnelle. Alors ensuite, une fois qu'on a défini la force gravitationnelle, on peut s'intéresser au champ de gravitation ou champ gravitationnel créé par exemple par la Terre. Alors ce champ gravitationnel, qu'est-ce que c'est? Le champ gravitationnel qu'on peut noter grand G, c'est la valeur de la force gravitationnelle, donc le vecteur force gravitationnelle divisé par la masse. Alors la masse de quoi? La masse du corps qui entre dans le champ gravitationnel exercé par la Terre. Ce champ gravitationnel, vous remarquerez qu'il est orienté vers le centre de la Terre et qu'il a le même sens que la force gravitationnelle. Donc je rappelle, qu'est-ce que c'est que le champ de gravitation de la Terre? En fait, c'est que c'est du fait de sa masse, la Terre exerce un champ et dès qu'un objet finalement entre dans le champ de gravitation de la Terre, il subit la force gravitationnelle qu'on a appris à calculer précédemment. Bien, deuxième interaction, mais par analogie, on va faire finalement plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que deuxième interaction, c'est l'interaction électrostatique. Mais cette fois-ci, l'interaction électrostatique ne s'exerce pas entre deux corps qui ont une masse, mais entre deux corps qui ont une charge. Donc entre deux corps chargés. Par exemple ici, si on prend l'exemple du schéma, une baguette que l'on aurait frottée préalablement
et donc qui serait chargé positivement, va donc repousser par exemple une boule en aluminium qui serait également chargée positivement. Alors, cette interaction électrostatique, à la différence de l'interaction gravitationnelle qui était uniquement attractive, peut être répulsive ou attractive. Si les deux corps ont une charge de même signe, comme dans le schéma, la force sera répulsive. Si au contraire on avait une baguette chargée négativement et le pendule chargé positivement, elle aurait été attractive. Alors, si on doit schématiser la situation ici de la photo, de la même façon que tout à l'heure, on va avoir donc deux vecteurs. Le vecteur exercé, donc la force exercée par le corps A sur le corps B. Donc attention ici, puisque ce sont deux corps qui ont une charge positive, les forces vont être répulsives. Donc ici, la force va être orientée vers l'extérieur, vers la droite. Donc là, ici, on aura la force exercée par le corps A sur le corps B. Et la force exercée par le corps B sur le corps A sera opposée à F2A sur B. Et encore une fois, on l'a dit, la force va être répulsive. L'interaction est répulsive, donc encore une fois, ici, le vecteur sera orienté vers la gauche, de façon finalement à ce que les deux particules se repoussent, parce que, encore une fois, les deux corps sont chargés, ont une charge de même signe, ici positive. De la même façon que tout à l'heure, on peut calculer cette force électrostatique. Donc la formule vectorielle, comme tout à l'heure, en fonction du vecteur unitaire UAB, si je veux représenter, si je veux exprimer la force exercée par A sur B, donc cette fois-ci, ça va être une autre constante, différente évidemment de la constante gravitationnelle, la constante K, qui aura pour valeur 9 fois 10 puissance 9, encore une fois, c'est une valeur que l'on vous donnera, fois quoi? Mais cette fois-ci, fois la charge du corps A, donc la charge du corps A, donc la charge, attention, c'est une lettre particulière, c'est la lettre Q qui sera utilisée, fois la charge du corps B. Donc par analogie à tout à l'heure avec la force gravitationnelle, tout à l'heure on avait produit des masses, ici on aura le produit des charges des deux particules, donc des corps A et B, divisé encore une fois de la même façon que tout à l'heure par la distance au carré, c'est-à-dire la distance qui sépare finalement les deux corps au carré. Donc en termes d'unité, on est toujours sur une distance en mètres, donc il faut faire attention aux conversions éventuelles. Les charges en revanche sont en coulombs. La charge d'un corps est exprimée en coulombs de symbole C. Alors de la même façon que tout à l'heure, si je veux calculer l'intensité de la force électrostatique, on va enlever la notion de vecteur, et finalement pour calculer l'intensité, donc on va avoir le produit de la constante K, fois, attention, ici pour les charges, on va prendre ce qu'on appelle la valeur absolue. Alors pourquoi la valeur absolue? Tout simplement parce qu'on l'a dit, une charge peut être positive ou négative, et donc si elle est négative, moi je ne veux prendre que la valeur positive de la charge. Donc c'est ce que signifie finalement prendre la valeur absolue, c'est prendre uniquement la valeur positive. Donc si j'ai une charge négative, j'enlève le moins. Donc c'est la valeur absolue de la charge du corps A fois la valeur absolue de la charge du corps B, divisé évidemment par la distance au carré. Ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Donc évidemment, on divise par la distance au carré. Voilà. Voilà, donc je divise par la distance au carré. Et alors, de la même façon que tout à l'heure, on aura évidemment un champ électrostatique, cette fois-ci, qui va se créer aux alentours d'une particule chargée. Alors par exemple, si on reste dans notre exemple, si on prend une particule chargée positivement ici, elle va créer un champ électrostatique autour d'elle, et toute particule chargée qui va rentrer dans ce champ électrostatique va subir la force électrostatique. Donc le champ électrostatique qu'on va noter E, ce sera donc la force électrostatique divisée cette fois-ci par la charge. La charge de quoi? La charge du corps qui entre dans le champ électrostatique créé par la particule ici. Donc, pour résumer, concernant ces deux interactions, il faut donc savoir représenter de façon vectorielle ces interactions, savoir les calculer à partir des formules qui sont à connaître par cœur, et enfin, savoir représenter un champ, voire calculer le champ gravitationnel et le champ électrostatique, tout simplement, en faisant le rapport de la force électrostatique divisée par la masse pour le champ de gravitation, et en faisant le rapport de la force électrostatique divisée par la charge pour le champ électrostatique. Voilà, je vous remercie.